Alors salut à toi, aujourd'hui vidéo sur pourquoi est-ce que le haut potentiel décroche souvent dans sa scolarité malgré le haut potentiel à pouvoir aller loin. Euh, alors c'est une question qui revient tout le temps sur la table et il y a deux choses que j'aimerais mettre en disclaimer. La première, c'est pas le cas de tous les hauts potentiels, il faut comprendre que cette phrase-là est souvent un cliché. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts potentiels qui sont dans ce cas, et j'en ai fait partie, mais il faut comprendre que c'est pas le cas de tous les hauts potentiels et qu'on ne peut pas mettre tous les hauts potentiels dans le même panier. Et que deuxièmement, c'est pas parce qu'on n'a pas continué une scolarité classique qu'on ne peut pas continuer à s'éduquer dans le temps et qu'on ne peut pas ou qu'on n'a pas un métier qui est utile et qui est légitime. Donc, il n'y a pas de saut métier. C'est deux disclaimers que je voulais faire qui me paraissaient utiles. Mais si tu es haut potentiel, tu as forcément dû entendre ça dans le sens que parce qu'un potentiel est supposé plus intelligent, c'est obligé pour lui d'aller loin à l'école, alors qu'on s'aperçoit que beaucoup plus qu'on ne le pense sont à l'inverse et se crachent et se foirent complètement d'un point de vue scolairement. Encore une fois, l'école et le haut potentiel, c'est une histoire de décalage comme bien trop souvent. On va avoir une école qui généralement est une vieille dame qui a du mal à bouger. Alors on lui doit beaucoup de choses, tout n'est pas mauvais, mais elle a du mal à bouger et elle a des valeurs qui sont quand même de l'ordre de la répétition, de la mémorisation sans comprendre, d'un apprentissage qui est linéaire, d'un programme, d'une conformité. Encore une fois, le but n'est pas de faire un procès à tout ça, il faut comprendre que le système scolaire a une légitimité à faire tout ça. Il a une légitimité parce que il y a un programme pour diverses raisons dans notre vie d'adulte. La conformité est privilégiée parce que quand vous êtes une professeure et que vous avez 30 à 35 élèves, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de gérer certaines autres personnes, certains autres élèves qui n'agissent pas forcément pareil, avec le même mode de réflexion. Donc il faut aussi comprendre humainement ce qu'il y a derrière. Encore une fois, comprendre ne veut pas dire excuser ou pardonner ou adhérer, ça veut juste dire comprendre. Le maître mot, c'est qu'il y a bel et bien un décalage. À l'inverse, on va avoir un HP qui a pas nécessairement le même mode de fonctionnement que la société d'une manière générale, mais peut-être même encore plus que celui du système scolaire. On va avoir une pensée qui est généralement divergente, une pensée en arborescence, on va avoir la difficulté à rentrer dans un mot trop étroit, le fait qu'il peut se sentir prisonnier dans une case qui n'est pas la sienne, il va avoir besoin d'une recherche de sens, de comprendre, avant de mémoriser, et même plus que d'autres, d'avoir un apprentissage basé sur l'émotionnel. Alors que le scolaire, l'émotionnel, n'est pas très mis en avant. Et pourtant, juste pour la petite aparté, on sait que ce qui fait qu'une personne apprend plus vite ou non, notamment, c'est l'une de ses caractéristiques, c'est l'impact émotionnel qu'il y a à son apprentissage. Si on a des émotions positives sur un apprentissage, vis-à-vis d'un apprentissage, on va apprendre beaucoup plus rapidement parce qu'il y a une notion émotionnelle derrière le fait d'apprendre. Mais ça, visiblement, le système scolaire tend à l'ignorer, comme beaucoup de choses. Donc tout ça crée une forme de décalage scolairement sur les comportements, sur l'identité et sur les tempéraments, ou enfin c'est pas le mot exact, mais peut-être que vous l'aurez au montage grâce à sa magie. Donc du coup, comme je le disais, tout ça, ça crée résultat d'ennui profond. Ça peut créer un résultat d'extrême décalage, de prisonnier, de manque de liberté, de non-sens, d'incohérence. Et j'en passe bien plus. Surtout quand on parle de la scolarité, quand on arrive à un âge de l'adolescence, voire même du jeune adulte, qui sont généralement des phases assez compliquées pour tout le monde, mais peut-être même encore plus pour le haut potentiel. Alors si en plus vous rajoutez le système scolaire qui en remet une couche, ça va pas nécessairement l'aider. Tout ça et même bien plus, ça crée ce que moi j'appelle des blessures scolaires. Alors c'est un grand mot pour dire que ça va créer des conséquences ou des blessures. Premièrement, il va y avoir une forme d'ennui scolaire. Alors, vous avez plusieurs façons de voir l'ennui scolaire. Premièrement, il y a l'ennui dans le sens où on a compris en 5 minutes ce que d'autres personnes mettent 1 heure à comprendre. Et encore, ça, c'est je suis gentil. Parce que souvent, quand on est dans un programme scolaire,
vous allez avoir sur des périodes de 2-3 mois, sur plusieurs cours, la même notion qui va revenir. Alors que des fois, vous avez des hauts potentiels qui vont la comprendre instinctivement et devoir se taper tout ça pendant un nombre incalculable de cours, ça peut devenir chiant. Ou alors, ce qui peut créer de l'ennui, ça va être la façon d'apprendre. Les professeurs ont des façons d'apprendre, des pédagogies différentes. Maintenant, je pense que vous et moi, on a tous connu le professeur un peu chiant, qui sait même pas ce qu'il fout là. Il est à sa 10e heure de cours de la journée. Bref, c'est chiant pour tout le monde, disons-le sincèrement. Encore une fois, il faut se mettre du côté de l'humain qu'on a aussi en face de nous. Mais ça a un impact sur l'ennui du haut potentiel ou non. Je sais pas vous, mais moi, la plupart du temps, quand j'ai adoré un cours ou une matière, ou quand j'ai eu des bonnes notes, c'était parce que émotionnellement, il y avait quelque chose dans le professeur qui faisait le cours. Alors, hasard ou non, toujours mes profs d'histoire ont été des professeurs avec qui j'ai eu une connexion émotionnelle, qu'on s'entende bien limitée. Mais ça n'empêche que j'ai toujours eu des bonnes notes en histoire. Les maths, la seule année où j'ai eu des bonnes notes en maths, donc 15 sur 20, chose qui ne m'était jamais arrivée, c'était en 4e, là où on estime que l'année de collège, la 4e, notamment en maths, est la plus compliquée. Je vous assure qu'avant, ma moyenne de maths tournait autour de 8 à 4. Donc, c'est vous dire que la connexion émotionnelle peut grandement aider, et notamment dans cette sphère de l'ennui. Je m'ennuyais pas quand j'étais avec des professeurs qui étaient passionnés, qui étaient passionnants, et surtout qui apprenaient les choses d'une manière où ils savaient rentrer dans mon monde. C'est ça, je pense, le plus important, c'est que beaucoup de professeurs expliquent d'une manière générale, sans se préoccuper de est-ce que je vais arriver chez certains profils à rentrer dans leur monde et à leur expliquer des choses dans leur monde. Parce que j'ai une conviction personnelle qui est la suivante, je pense que tout le monde peut tout apprendre à partir du moment où on leur explique d'une manière où c'est compréhensible, transcriptible dans leur propre monde. Vraiment, je le pense sincèrement. Mais ça peut créer tout un tas d'ennuis, aussi dans les sujets. Il y a beaucoup de sujets qui, à l'école, on n'en voit pas le sens. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont du sens. Par exemple, Pythagore. Soyons sincères, on n'en voit pas du sens et beaucoup de gens sont là à dire oui, mais ça sert à rien. En fait, non. Pythagore, peut-être qu'on ne s'en sert pas nécessairement, mais il y avait un sens qu'on ne nous a pas expliqué, c'est de comprendre que un théorème répond à s'il y a telle chose, alors si. En fait, c'est censé nous apprendre la logique. Si telle chose est présente, alors si, etc., etc., etc. Donc ça avait un sens, mais on ne nous l'a pas expliqué. Et c'est pareil pour plein de choses. Et tout ça peut créer l'ennui intellectuel. Vous avez une autre blessure, entre guillemets, c'est celui du décalage social. L'isolement, je connais beaucoup de hauts potentiels qui ont été très isolés dans leur scolarité parce que pas le même fonctionnement qu'avec les autres personnes. Souvent, les moqueries, le harcèlement, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le haut potentiel ou l'hypersensible a souvent été harcelé scolairement. Alors peut-être que c'est un échantillon de personnes que j'ai eues qui n'est pas représentatif de la réalité, sûrement, en tout cas je l'espère, mais la plupart des hauts potentiels que j'ai connus, scolairement, ça a été très compliqué pour eux, notamment à cause de cet aspect-là de la moquerie. Ils ont essayé de s'insérer dans des milieux sans y arriver vraiment parce qu'il y avait tout le temps ce naturel qui revient au galop. Ensuite, il y a une autre blessure qui peut arriver, c'est l'incompréhension avec les professeurs. Encore une fois, toujours se mettre du côté humain des professeurs, ne serait-ce que pour comprendre. Mais les professeurs sont rarement formés, n'ont rarement l'éducation sur le type de profil que l'on est. C'est une réalité. Il faut comprendre que je crois que le haut potentiel a été défini ou agréé scolairement dans la loi, je ne sais plus exactement, qu'à partir de 2002. Ça veut dire qu'à partir de 2002, le haut potentiel n'existait pas scolairement. Et encore aujourd'hui, c'est peut-être même compliqué pour certaines personnes, pour certains professeurs, de faire comprendre qu'on a des élèves qui sont différents avec des besoins différents. C'est compliqué parce que ça demande à parfois des professeurs qui ont 60 ans ou 50 ans, qui sont des vieux de la vieille, c'est des choses qui sont compliquées à faire comprendre. Mais
le professeur, quand il n'est pas informé sur certains types de profils, comme les hauts potentiels, bah, il peut avoir une mauvaise interprétation. Et encore une fois, c'est un biais qui est humain. On peut très vite voir le haut potentiel comme quelqu'un de rêveur, d'insolent, comme quelqu'un de pas motivé, ou peut-être même parfois comme un abruti, alors que derrière se cache un très grand potentiel. Mais en fait, c'est juste un décalage et une incompréhension d'un profil. Encore une fois, je pense pas de la faute des professeurs nécessairement, mais je pense que c'est de la faute de l'éducation nationale qui pourrait, si elle en aurait vraiment l'envie, mais elle en a peut-être pas l'envie, elle en a peut-être pas le budget, surtout en ce moment, de faire des formations, de former les professeurs à ce type de profil, ou de créer certaines choses pour ce type de profil. Maintenant, encore une fois, le monde scolaire ne répond pas à cette notion-là. Bon, c'est comme ça. Je ne referai pas l'avenir juste en vous parlant à travers cet écran. Mais il y a aussi une responsabilité des professeurs de peut-être s'informer sur ça. Maintenant, est-ce qu'ils en ont envie? C'est une autre question. Est-ce qu'ils en ont le temps? Est-ce qu'ils en ont l'énergie? Parce que je me mets à la place d'un professeur et je me dis que avoir à peu près 8 heures de cours par jour, où tu as 30 élèves, parfois c'est infernal, où en plus de ça, tu as tes cours à préparer potentiellement, et qu'en plus de ça, tu as des corrections à faire, est-ce que derrière, tu as le temps de t'éduquer sur ce type de profil-là? Bah pas nécessairement. La réalité, encore une fois, on peut trouver tout un tas de choses à redire à ça, mais humainement, il faut aussi se mettre de ce point de vue-là, et tout ça, ça crée un décalage, et ça fait que le haut potentiel peut gâcher ses chances. Quand il n'est pas compris, bah, le haut potentiel peut s'auto-saboter. Euh, le propre d'un haut potentiel, souvent, pour lui, c'est important d'être compris. Il ne le dira pas toujours, il n'en a pas toujours conscience, mais l'une des choses les plus importantes pour un potentiel, c'est d'être compris déjà par lui-même, mais aussi par les autres. Et quand un potentiel est compris, par exemple dans la sphère scolaire, bah émotionnellement, ça va créer du lien, parce que qu'on le voie comme ça ou non, quand on est compris directement, il y a un lien émotionnel qui se crée, et il y a un lien en termes d'apprentissage. Bref, tout est relié, mais je voulais en parler. Et j'en ai plus ou moins mentionné l'idée, mais c'est l'hyperlucidité, et ce dès le plus jeune âge. Le haut potentiel a besoin de sens, comme je le disais, et que s'il ne comprend pas pourquoi telle chose, alors ça va devenir très compliqué pour lui de faire les choses. C'est un petit peu comme un âne. Alors excusez-moi de l'analogie, mais il lui faut une carotte pour avancer. Et cette carotte, c'est le sens, c'est lui expliquer pourquoi, c'est de remplir tout ça de décoration. Sinon, il va très vite décrocher par manque de sens. C'est pareil pour les potentiels dans leur travail, dans leur vie de couple, dans tout un tas de choses. Quand vous perdez votre sens, vous décrochez. Après, il y a tout un tas de stratégies pour trouver du sens, hein. On peut en trouver plein, mais c'est pour ça aussi que c'est important, cette hyperlucidité demande du sens. Et j'aimerais finir sur sa dernière chose, c'est un cadre, j'appelle ça le cadre du décrochage, pour essayer de comprendre grossièrement. Euh, Comment un haut potentiel va décrocher scolairement, mais peut-être même dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai mes notes ici, et je vais vous lire parce que je l'ai pas de tête et que je ne veux pas me tromper là-dessus. Au départ, généralement, il y a une curiosité qui va être assez énorme et un potentiel énorme. En fait, j'appelle ça le feu intérieur, au tout départ. Puis, après, va y avoir ce qui s'appelle l'ennui, le désinvestissement qui peut intervenir parce que va y avoir de la moquerie, parce qu'il va pas se sentir à l'aise dans un contexte, parce que le professeur ne va pas savoir rentrer dans ce monde. Puis, va y avoir une notion de mauvaise note, et cette mauvaise note va créer tout un tas de pertes de confiance, de pertes d'estime, etc., etc. Et tout ça va mener à des croyances limitantes qui vont se former. Je suis nul, etc., etc. Alors que, à la base, on part peut-être d'un vrai potentiel, d'un vrai feu intérieur, mais des circonstances extérieures ont fait et ont créé des circonstances intérieures qui fait que le haut potentiel va se saborder. Et le haut potentiel n'échoue rarement parce qu'il ne peut pas, mais il va échouer parce que, encore une fois, le cadre qu'on va lui proposer ne lui permet pas d'exprimer son mode d'apprentissage. Et c'est une aparté que je veux faire et finir cette vidéo avec un peu mon expérience et oui, mon expérience avec tout ça. Je vais essayer de ne pas faire très long et très concis. Moi, quand j'étais en primaire, je crois,
j'adorais aller du côté des encyclopédies, tout ça. Bref, c'était vraiment passionnant. Pareil, j'adorais apprendre, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, les drapeaux. En fait, j'ai toujours eu une fascination sur pourquoi les drapeaux sont comme ça, qu'est-ce qu'il y a comme signification derrière un drapeau. Je crois que ça porte un nom en termes de science, mais il y avait vraiment quelque chose de passionnant et j'avais 6-7 ans. Et moi, je me faisais chier à l'école, en fait, déjà. Et à la place, j'ai joué un dictionnaire, je regardais les drapeaux, j'essayais de les deviner, et quand je rentrais à la maison, j'essayais de me documenter, de savoir pourquoi cette couleur, pourquoi cette forme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça symbolise. Mais vous comprenez bien que je ne suivais pas les cours et je faisais pas mes devoirs à la place. Bon, les profs l'ont su, mes parents aussi, je me suis fait taper sur les doigts euh, pour rentrer dans un cadre. Mais je peux aussi le comprendre, hein. C'est pas avoir la définition des drapeaux qui m'aurait grandement aidé dans ma vie. Encore que, qui sait, peut-être que ça aurait pu développer une passion et me permettre d'en vivre de celle-ci. Mais on va pas refaire l'histoire. Tout ça, ça a créé le fait que j'ai progressivement perdu du plaisir à apprendre. Parce que j'aimais apprendre ces choses-là, mais tout ce qui m'était proposé scolairement, ouais, bref, voilà, vraiment, pareil, c'est exactement ça. Je souffle. Puis, avec les années et tout ça, déjà, il faut comprendre que la sphère collège a été une sphère très compliquée pour moi, très isolée, très rêveur. Vraiment, ça a été un enfer pour moi en termes d'identité. Donc, ça m'a pas aidé scolairement. Mais en plus de ça, tout ça, c'était chiant. Donc, je suis sorti du collège à 15-16 ans et j'avais presque un traumatisme de l'école, en réalité. Les années ont passé et j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à apprendre. En fait, pour vous dire, aujourd'hui, je passe mon temps libre à apprendre. J'apprends des langues. J'ai remis mon niveau de français à jour et je prends beaucoup de plaisir à apprendre le français, la grammaire, alors que pendant toute ma scolarité, c'était un enfer. Mais je prends du plaisir parce que aujourd'hui, j'ai su mettre cet apprentissage dans un cadre différent et il y a eu aussi beaucoup de maturité. L'anglais. Je suis sorti du collège avec l'anglais, ça ne sert à rien et ça me servira jamais à rien. Bref, j'étais un petit con à cette époque. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je veux avoir un niveau d'anglais fluent. En tout cas, je suis dans cette voie. Je comprends assez bien l'anglais, je comprends 90% de ce que j'écoute. Pareil pour la lecture, ce qui, il y a quelques années, aurait été impossible. Mais j'ai réussi à le faire parce que j'ai trouvé un sens à l'anglais et aussi j'ai réussi à mettre ça dans mon propre cadre et parfois à trouver des profs en ligne qui savent mettre ça aussi dans ce cadre. Pareil, je suis sorti du collège, j'avais aucune notion mathématique. Bref, je ne savais même pas faire une division posée. Bref, la plupart des calculs posés, je ne savais pas les faire. Encore une fois, j'ai appris à le refaire seul et je me suis aperçu que grâce à des vidéos sur YouTube, quand c'est bien expliqué, quand vous êtes dans un bon état d'esprit aussi, ça joue, tout ça peut se faire. Et là, je suis en train d'apprendre en autodidacte le monde de l'informatique, des réseaux informatiques, bref, des choses qui peuvent paraître très complexes et qui le sont, mais étant donné que j'ai un sens à le faire, un intérêt, le bon état d'esprit, que je trouve les bonnes ressources sur Internet, c'est très facile et très instinctif en réalité. Et c'est tout ça pour dire que le cadre que l'on met va créer l'apprentissage et que c'est pas parce qu'on s'arrête tôt dans notre scolarité qu'on ne peut pas continuer à apprendre, qu'on ne peut pas même dépasser certaines personnes qui ont fait des années d'études, parce que vous avez certaines personnes, elles vont rentrer dans le moule de j'apprends pendant ma scolarité, à 25 ans, j'en ai fini avec cette merde, et après je peux vivre de ma vie. Oui, mais le paradigme d'aujourd'hui n'est plus du tout le même. En fait, donc parfois, vaut mieux même arrêter l'école tôt, mais continuer à apprendre continuellement et peut-être même des choses qui, dans votre sens, vous serviront plus, parce que on a plus de champs dans notre vie, notamment professionnellement, etc., etc. Tout comme ça ne veut pas dire que faire de longues études est une mauvaise chose, hein. Surtout, je pense que quand on veut être ingénieur, quand on veut aller du côté, par exemple, de métiers dans la médecine, vaut mieux avoir fait de bonnes études avec un bon diplôme et avec de bonnes compétences, je pense. Donc, voilà, vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas inadapté, vous n'êtes pas raté, c'est juste qu'il y a une question de cadre et que le monde scolaire laisse sur le carreau beaucoup de gens et notamment beaucoup de hauts potentiels. Encore une fois, on peut refaire le monde, on peut dire beaucoup de choses, mais
c'est comme ça. Prenez soin de vous, le like, l'abonnement. Je commence à être fatigué. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.